Bien le bonjour, nous sommes toujours à Grenoble au Hero Festival, c'est l'équipe de Pop Campus 93.3 à Clermont-Ferrand et nous sommes avec l'équipe de nanarland.com. Bien le bonjour. Et bonjour à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ? Alors, Nanarland est un site qui a été créé à la préhistoire du web en 2001 par une bande de potes grenoblois qui aimaient bien parler de mauvais films et se réunir pour regarder des mauvais films. Le site, au fur et à mesure des années a grandi, les centres d'intérêt sont élargis à toute une communauté francophone ou avec une volonté d'émulation, de découverte, de curiosité, qui a conduit à creuser cette voie cinématographique obscure pour découvrir en fait la face cachée du cinéma. Parce que le nanar, c'est ça qui est passionnant, c'est aussi riche que le 7e art dans son ensemble. Il y a des nanars de super-héros, il y a des nanars d'auteurs, il y a des nanars à petit budget, des nanars à gros budget, des nanars avec des acteurs connus, des acteurs pas connus, enfin voilà, c'est un puits sans fond. Et justement, d'où vient cette passion générale pour le nanar, plus précisément? Est-ce qu'il y a vraiment eu une révélation pour vous, un film qui a compté? Alors, après, l'histoire de chacun avec le nanar, c'est toujours un petit peu plus personnel. Moi, je sais qu'il y a eu un film qui est Devil's Story, qui est un film d'horreur normand, avec une momie, un cheval du diable et un bateau fantôme, qui m'a profondément marqué, qui m'a décidé d'essayer d'en savoir plus là-dessus. On a tous un petit peu son nanar de chevet. Et en fait, c'est de découvrir des œuvres complètement dingues, complètement méconnues. Alors évidemment, on s'en moque un peu au départ, on rigole du film, on se met à rigoler avec le film, et puis côté cinéphile, on commence à essayer de creuser, d'en savoir plus, et on découvre des personnalités passionnantes, des réalisateurs qui ont des carrières complètement dingues, des acteurs qui ont traîné dans toutes les arrière-cours du cinéma. Et on découvre l'ombre du cinéma officiel avec plein de productions qui sont très mystérieuse, très bizarre et donc passionnante. Donc pour en revenir un peu à la définition du nanar, on a quand même l'impression que c'est principalement des films souvent d'exploitation des années 80, des années 70-80. Est-ce que c'est un peu là l'âge d'or du nanar pour vous ? Je ne sais pas s'il y a vraiment un âge d'or à proprement parler. On va dire que ça a commencé avec le cinéma de drive-in, d'exploitation dans les années 50, et que ça continue encore maintenant avec un film, tout le phénomène qu'il y a eu autour de The Room, qui est un film qui date du début des années 2000. Toutes les productions de studios comme The Asylum, les chaînes Sci-Fi, ce genre de... Je dis ça parce qu'on a tous des... on a tous des badges Sci-Fi en ce moment. Ouais, voilà. Mais pas que, ils font des choses bien aussi. Bref, non, il n'y a pas forcément d'âge d'or. Il y a eu des grandes périodes, des grandes cinématographies. Enfin, chaque nation, même en ce moment, en fait, il y a le cinéma africain qui est un territoire assez inconnu, en fait, qui s'exporte très peu, mais où il y a des choses assez incroyables visuellement. C'est ça qui est en fait intéressant avec le nanar, c'est qu'il y a une démarche cinéphile à la base pour nous. En tout cas, on voit tous beaucoup de films, on a une grande culture, on est tous des âges canoniques, on vient de l'époque de la VHS, de l'époque où les films n'étaient pas immédiatement disponibles sur Internet, et on a cette curiosité d'aller vers justement l'ailleurs cinématographique, de découvrir des choses qui peuvent changer et brutaliser un peu le regard. Et c'est pour ça qu'on rigole au début des films, c'est que c'est pas du tout la même grammaire cinématographique. Quand on voit un film turc des années 80 ou un film Bollywood d'aujourd'hui, c'est pas Avengers, c'est pas Les Tuches 3, quoi. Et donc c'est quelque chose de différent, et c'est ça qui est que personnellement moi j'aime beaucoup, en fait, c'est que ça change, ça amène une autre perspective, et après cette perspective-là s'apprivoise, et on apprend à aimer des films dont on faisait que se moquer au début. Et moi il y a des films que j'adore, mais vraiment maintenant au premier degré, quoi. Alors aussi, c'est aussi parce qu'il y a eu une mutation dans l'industrie du cinéma à partir des années 60-70 avec justement le cinéma de drive-in, puis après les vidéocassettes. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une industrie de série B où on pouvait se faire de l'argent facilement en produisant des films à bas coût et en suivant toutes les modes y compris les modes les plus indignes. C'est-à-dire on allait photocopier les grands succès d'Hollywood avec 25 fois moins de budget. Et un des paradoxes, c'est qu'après Hollywood s'est mis à faire pareil. C'est-à-dire que ce qui a commencé à marcher dans les années 80, c'était les blockbusters. Donc on s'est mis à produire des films qui ressemblaient aux films pour drive-in, avec des monstres, avec des super-héros, des choses qui auparavant n'étaient pas les films de studio, on va dire, respectables. Et la conséquence, c'est il s'est commencé à avoir des accidents industriels aussi chez les très gros films. Et on a des productions bourrées de millions de dollars. Je pense à un Catwoman, par exemple, avec Halle Berry. Je pense à un Battlefield Earth avec John Travolta. Des trucs qui partent complètement en vrille et qui finissent par devenir encore plus risibles que des petites productions fauchées à 100 000 $ avec 3 acteurs dans une arrière-cour.
Et justement, tu parles donc finalement, on s'aperçoit que le nanar c'est un genre protéiforme, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux quand on vous écoute. Et est-ce qu'il y a quand même une recette du nanar, quelque chose qui est vraiment le passage obligé dans un nanar? Mais pas vraiment, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est que le nanar est aussi riche que le cinéma lui-même. Ça peut être une mauvaise réalisation, ça peut être un scénario qui est écrit n'importe comment, ça peut être le montage qui est catastrophique, ça peut être les acteurs qui sont nuls, ça peut être les doubleurs qui en rajoutent dans l'errance. Et ça peut être tout ça à la fois, ça peut être complètement autre chose, ça peut être... Mais justement, parce que si c'était toujours la même chose, on en aurait eu marre au bout de 4-5 ans, en fait. Et je crois en fait, s'il y a un ingrédient, enfin un double ingrédient, c'est la sincérité et les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que à la fois, il faut que ça soit fait non pas avec un certain cynisme en se disant je vais faire un petit peu un film assez naze et puis les gens vont rire, on va donner des grands coups de coude aux gens en disant regardez comme mon film est nul. Non, il faut sincèrement vouloir faire un vrai film. Et la deuxième chose, très souvent, ce qui caractérise le nanar, y compris d'ailleurs de grosses productions, c'est qu'on en a voulu en mettre plein la vue, soit par les effets, je veux dire, on fait un space opera, on fait un sous Star Wars avec le budget d'un téléfilm de France 3 Limousin. Bon, forcément, ça va caler, mais ou alors... Avec tout le respect dû au Limousin. Mais... Tout à fait, bien entendu. On salue d'ailleurs Seb, notre ami qui est originaire du Limousin. Ou alors, au contraire, on a des choses à dire et on va révolutionner le monde avec un film qu'on va bricoler soi-même dans son garage. Et là, cette fois-ci, c'est plus les moyens engagés en termes d'argent, mais l'ego du réalisateur qui est persuadé qu'il va changer le monde. Un Tommy Wiseau, il est persuadé d'être Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. On a des gens qui sont persuadés d'être le nouveau Orson Welles et qui vont bille en tête aller faire leur film contre vents et marées. Et puis évidemment, il reste quand même la motivation principale de la majeure partie des producteurs et des réalisateurs de cinéma depuis la création du cinéma, c'est faire du pognon, quels qu'en soient les coûts, quels qu'en soient les moyens, et souvent parfois avec les moyens les plus honteux. Donc on a aussi toute une frange d'escrocs du cinéma qui essaient de vous vendre leur camelote au prix de l'or, et c'est un peu comme des forains qui vous promettent monts et merveilles sur leur affiche. Une fois que vous êtes rentré dans la boutique, de toute façon vous avez payé, hein, donc vous verrez ce qu'il y a bien. Le nanar, c'est justement un peu une institution assez française aussi, j'ai l'impression. Ça vient, enfin, en tout cas, il existe c'est un des premiers ouvrages qui était paru, il me semble, c'était les 101 nanars et le retour des 101 nanars de François Forestier, si je dis pas de bêtises. Je vois que vous tiquez un petit peu. Non. C'est quelque chose qui remonte vraiment à cette époque des drive-in, en fait. Il y a, je sais pas si vous voyez ce que c'est les Razzie Awards. C'est les anti-Oscars, en fait, qui existent maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. C'est eux, je pense, sauf erreur de ma part, qui ont sorti un des premiers bouquins, en fait. Avant eux, il y a eu les frères Medved. En fait, c'est eux qui ont popularisé Ed Wood, qui ont fait, justement, c'est eux qui ont inventé le concept des bad movies, so bad it's good. Et en fait, une des particularités, c'est qu'en France, on a un mot pour ça. Et d'ailleurs, que les anglo-saxons nous envient, nanar n'existe qu'en français. Et la plupart, enfin, en tout cas, dans la limite de mes connaissances linguistiques, mais notamment en anglais, il n'existe pas de mot spécifique pour désigner un film qui est tellement mauvais qu'il en devient bon. Il parle de cheesy movie, de so bad it's good, de stinker, mais encore même le stinker, ouais, c'est péjoratif. Il n'y a pas ce côté un petit peu tendre, le mauvais film sympathique, hein, qui est un petit peu le motto de notre site. C'est ça, c'est le mauvais film sympathique. Et on finit d'abord par rire de lui et puis on rit avec lui parce que finalement, quand on commence à les connaître, derrière il y a de l'humain. Dès qu'on gratte un peu, il y a de l'humain et bon, bah forcément après. On a beau être des vieux cyniques, dès qu'on commence à voir un peu les trajectoires de tous ces gens, bah, on finit par les aimer. Et si on regardait par exemple un film comme Panique sur Florida Beach de Joe Dante, qui se passe dans les années 50-60, bah voilà, ça montre cette époque-là où justement le public allait voir des films pour se défouler, pour gueuler, pour se moquer des effets spéciaux, et dans une ambiance très de fête foraine en fait, puisque le personnage de John Newman est inspiré de William Castle, qui faisait ce qui se refait maintenant, c'est-à-dire le 4DX, mais c'était il y a 50 ans quoi, c'est-à-dire avec les sièges qui bougeaient, etc. quoi. Et c'est un squelette dans la salle au moment où le monstre attaquait, histoire de faire peur. Hein. Ouais, donc ça remonte quand même limite au début du cinéma d'exploitation, c'est-à-dire vraiment les années 50 quoi. Et justement, donc deux questions aussi. Donc d'ailleurs, d'où vient le mot nanar d'ailleurs après tout? C'est une question qu'on n'a pas posée jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a une origine particulière? Je crois que c'était Bertrand Tavernier qui avait dit que ce terme il était hérité de l'art pictural du 19e siècle. Alors l'origine précise, mais que c'était déjà utilisé pour désigner par l'avant-garde artistique les croûtes un peu pompiers de mauvais goût que les impressionnistes ou l'artiste, les gens un petit peu qui se piquaient de suivre la mode dénigraient. Et alors l'origine exacte, pourquoi nanar,
peut-être une contraction de navet ou une déformation de Bernard, on ne sait pas. Là, ça reste quand même un des grands mystères pour les historiens du genre à vraiment percer. Peut-être une origine anglaise, le mot nanar, qui n'existe donc pas. Une autre petite question. Le nanar, justement, c'est aussi un peu une quête du cinéphile, donc c'est vraiment aller chercher, creuser les choses comme ça. Est-ce que c'est presque pas, est-ce que c'est justement le côté quête qui est plus intéressant que forcément trouver un film ou pas, finalement? Il y a les deux aspects. On prend quand même vraiment du plaisir à voir des films ratés. Avec, on a toujours un peu toujours cet effet waouh, cet effet non mais ils ont pas osé. Ça reste encore. Hein, on n'est pas encore totalement blasé, totalement cynique. Hein, on le devient progressivement forcément, mais on a encore un petit peu cette candeur d'enfant dans les yeux. Et puis après, ce qui fait vraiment l'intérêt, c'est de retracer les histoires. Mais on peut aussi apprécier simplement de voir un nanar au premier degré, en sachant que très souvent aussi, on passe un paquet de temps à se mater des navets pénibles avec la télécommande à proximité pour peut-être une scène qui va être une pépite, un dialogue particulièrement raté. C'est aussi un travail de chercheur d'or où on tamise beaucoup pour trouver vraiment des trucs qui sont agréables. Non, puis, en plus c'est chacun ses goûts. Hein, c'est comme dans le cinéma, quoi. Il y en a qui préféreront tel genre de film, les films d'auteur, les films à gros budget, etc. Je sais qu'il y a un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Neil Breen, avec lequel Richard a beaucoup de mal. Bah, c'est un. Si, enfin. Neil Breen, c'est un agent immobilier de Las Vegas qui est persuadé finalement d'avoir un message au monde, d'être une espèce de messie gourou, cosmoplanétaire qui va défendre l'humanité, défendre l'écologie et tuer tous les méchants. Et qui le fait dans des films qui sont des monuments à sa gloire, d'autocélébration, très autorisants. Et moi, je suis un peu un unsophisticated audience. Moi, il me faut du zombie, il me faut du monstre en plastique, il me faut de l'explosion, je suis toujours un vieux fan indécrottable de Van Damme, de Seagal, de Chuck Norris, et puis des monstres qui surgissent d'un vaisseau spatial en perdition. Voilà. Justement, je reviens donc au côté un peu justement cynique dont tu parles du nanar. Est-ce que ce qui fait que ce n'est pas une expérience cynique, c'est le fait que c'est une expérience aussi collective? Voir un nanar tout seul, finalement, c'est quelque chose qui n'a presque plus de sens, j'ai l'impression. Si, après, je sais pas si vous avez vu le film Disaster Artist de James Franco qui s'inspire du tournage de The Room. Voilà, qui est un grand nanar, voilà. On a un positionnement très compliqué. Moi, c'est un film qui m'a mis très mal à l'aise. Parce que le film se finit par une projection de The Room en présence de Tommy Wiseau, et où tous les gens se moquent du film en disant ah regardez il est mauvais, et j'ai vu ça et je me suis dit ah, d'accord, c'est pour ça que les gens, certaines personnes dans le milieu du cinéphile nous détestent en fait, c'est comme ça qu'ils nous représentent. C'est-à-dire juste des gens qui vont voir des mauvais films pour se moquer des gens, pour les traiter de mauvais, un petit peu comme des gros durs à la récré qui se moquent du petit gars qui écrit un poème dans son coin, quoi. C'est en fait, voilà, on essaye vraiment à Nanarland de éduquer, c'est peut-être un terme un peu fort, mais d'orienter tout du moins le regard des spectateurs en leur disant on va vous montrer quelque chose de différent, c'est hallucinant, rions ensemble, mais pas nécessairement dans une atmosphère de lynchage. C'était il y a 3 ans, une nuit Nanarland, il y a eu le réalisateur d'un film absolument incroyable qui s'appelle Karaté contre Mafia, qui est venu, ce qui est le premier film de kung-fu espagnol, où en fait le réalisateur a tourné ça en 8 jours et essayé de faire passer la Catalogne pour Hong Kong, en fait, en mettant des panneaux écrits en mandarin, voilà, où les acteurs plissent les yeux pour faire croire qu'ils sont asiatiques. Ah oui, non, c'est un truc absolument incroyable. Et en fait, j'ai vu que le réalisateur était là, et je me suis dit non, c'est une mauvaise idée, c'est horrible de faire ça. Et en fait, les gens ont beaucoup aimé le film, ont beaucoup apprécié le film, ils ont rigolé parce que ouais voilà, le mec était conscient, Ramon Saldia, le réalisateur était conscient d'avoir fait une croûte. Et en fait, il est venu à la fin, et il a eu une standing ovation. Et il avait les larmes aux yeux, quoi. Et c'était un moment très beau, et c'est ce qu'on essaye de faire, toute proportion gardée. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que deux de nos complices de Nanarland, les deux Régis, puisqu'ils s'appellent tous les deux Régis, tournent avec Arte une série qui s'appelle Nanaroscope, qui va à la rencontre justement des gens qui ont fait le nanar, et souvent derrière, ce sont des histoires humaines, et ils ont rencontré des gens qui ont tourné dans des films des années 80 aux États-Unis, dans des films d'horreur français totalement fauchés, des réalisateurs qui ont essayé de faire leur film, leur grand film, qui n'a jamais abouti à rien, et
en même temps, à chaque fois, on retrouve des gens qui sont passionnants parce que ils défendent une idée, un point de vue. C'est aussi ce qu'on essaie de retrouver dans le livre, hein, parce que là, on essaie de vendre un peu notre Kaamelott. Il faut. Donc, on a présenté 100 films dans 2 fois 50, et à chaque fois derrière, on a essayé de creuser. On se moque bien entendu un petit peu parce que et parfois on peut être méchant sur certains dont on sait qu'ils ont aucun scrupule, hein, parce que dans le lot, il y a quand même des escrocs finis. Mais je pense quand même que dès qu'on gratte un peu l'humour, j'espère qu'on trouve la tendresse et la sincère admiration, parce qu'on sait parfaitement que si on nous donnait une caméra, on serait rigoureusement incapable de faire déjà aussi bien qu'eux. Très bien. Donc c'est l'heure déjà de la dernière question. Une question cruelle évidemment. Je vous propose de faire un top 3 des nanars que vous conseillez à découvrir. On a le droit à chacun son top 3. Allez, vous avez le droit à chacun votre top 3. Alors, bon, je vais conseiller par Devil's Story parce que c'est le nanar, on l'a même réédité en vidéo, enfin en DVD celui-là. Donc film d'horreur normand, complètement invraisemblable, une espèce d'aventure complètement dingue et complètement positronique. Je mettrais peut-être en 2 Samurai Cop, qui est on va dire un faux l'arme fatale, fauché, avec un acteur, pour donner une simple idée du niveau du désastre. Le chef de la mafia japonaise est tué par un acteur d'origine polonaise. Enfin, il est joué par un acteur d'origine polonaise. Et puis l'acteur principal, quand il a eu tourné son film, il avait les cheveux longs. Il s'est fait couper les cheveux pour un autre rôle, un peu à la Henry Cavill avec sa moustache, car le réalisateur l'a rappelé. Ah ben, il faut faire des scènes de raccord. Mais tu t'es coupé les cheveux, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas grave, mais une perruque. Et donc il se bat avec une perruque absolument pas accrochée dans des combats au katana, et on voit la perruque qui glisse assez régulièrement. Et là aussi, c'est un film complètement dingue, complètement fou. Et je terminerai sur l'horreur française, histoire d'avoir un petit... parce que c'est Le Lac des Morts Vivants, où cette fois-ci, c'est le grand film de zombies français, tourné dans l'Oise. Avec des nazis, je crois, dedans. Avec des nazis, effectivement, des nazis mouillés. Des nazis qui, à la fin de la guerre, ont été tués par des résistants, jetés dans un lac et qui reviennent se venger. Et là, on est vraiment dans l'horreur la plus fauchée, avec des maquillages qui dégoulinent dans le cou des victimes. Et l'anecdote principale, c'est que la caméra s'est détraquée en plein tournage. Comme ils avaient qu'une seule caméra, on a demandé juste aux acteurs de jouer plus lentement pour compenser. Ça donne un petit peu une idée du désastre. Et mine de rien, ce film il est sorti en DVD, on le revoit encore assez régulièrement sur les chaînes câblées à 3h du matin, mais ils se sont fait des dizaines de milliers d'euros grâce à ce petit film. Et le nanar, ça peut être rentable. Bien joué. Ton top 3 ? Alors en 3, Cool as Ice, un film de 1990 qui a tué les années 80 en fait, je pense. C'est le film de Vanilla Ice. Je sais pas si vous voyez ce rappeur. Je remets pas comme ça. C'est le premier rappeur blanc en fait américain des années 80-90 avec ce tube Ice Ice Baby. Et en fait c'est un film qui est aussi crédible que Vanilla Ice, c'est-à-dire absolument pas. Voilà, c'est un mec c'est les années 80-90 condensés en termes de look, d'attitude faussement gangsta. Je sais pas si vous voyez le terme Ouiga, mais c'est les blancs qui se prennent pour des noirs. Bah, c'est le film Ouiga par excellence quoi. Voilà. Et ce mec est une menace en carton quoi. C'est en plus complètement ringard et très drôle, totalement daté. En 2, Story of Ricky, film hongkongais de Nam Lai Choi qui date de 92 si je dis pas de bêtises. Ultra gore je crois. Complètement gore, mais un gore tellement tellement cartoon quoi. Faut imaginer Ken le Survivant dans une prison. Alors c'est adapté d'un autre manga que Ken le Survivant, donc c'est pas ça stricto sensu. Et c'est un mélange de gore mais absolument craspec qui est dégoûtant quoi. À un moment il y a quelqu'un qui se fait seppuku mais pas pour se suicider, pour prendre ses tripes et étrangler son adversaire avec. Et en même temps il y a un côté complètement cucul-à-praline, un premier degré indécrottable qui me fascine en fait. Et ce film, enfin je fais un spoiler mais bon en même temps c'est pas grave, ça se finit par une émeute et en fait Ricky, le héros qui est d'une pureté absolument virginale tout en démastiquant la gueule assez violemment, arrive avec la tête du gardien de prison en disant assez de violence. J'adore. C'est un mindfuck conceptuel ce film, voilà. Et le premier du classement, ce serait Whitefire, Alias Vivre pour survivre, de Jean-Marie Palardi, qui est notre réalisateur préféré sur un Arlande, qui au début nous détestait, voulait nous péter la gueule, et puis on a mis 10 ans à se rabibocher, à se comprendre, à se renifler le derrière un petit peu. Et c'est un film que j'ai dû voir 20 fois, que j'aime d'un amour mais total et limite un peu inquiétant.
qui est indescriptible en fait. Enfin, c'est juste ce qu'on me posait la question tout à l'heure de qu'est-ce qui caractérise un nanar. Bah, ça peut être le montage, ça peut être le scénario, ça peut être la réalisation, ça peut être. Bah là, c'est tout. C'est tout en fait. C'est un film qui est incompréhensible, qui est un plaidoyer pour l'inceste entre frères et sœurs, mais sans que ce soit. Et quand tu poses la question à Jean-Marie Palardi, il te dit mais ça va pas, non, t'as des idées non, mais c'est quand même un peu ce qui se passe. Non, pas du tout. C'est juste une jolie histoire. Bon, ok, pardon Jean-Marie. Et je vous le conseille vraiment. Si vous, c'est peut-être un peu hardcore de commencer par là, mais vous n'envisagerez plus jamais le nanar de la même façon si vous regardez Whitefire. Eh bien, merci. On invite tous nos auditeurs à vous rejoindre sur nanarland.com et à découvrir donc les ouvrages parus chez Ankama. Merci à tous et puis bon visionnage. Voilà, merci à vous.